Alors, pour la deuxième partie de cette session, nous allons commencer par l'exposé de Dominique Pestre, que je vais présenter en quelques mots. Physicien de formation, Dominique Pestre est historien des sciences et philosophe. Il est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et il s'intéresse notamment à l'histoire des sciences contemporaines, aux relations entre sciences, économie et politique, ou encore au rapport entre les sciences et le monde militaire. Il est l'un des principaux représentants français de l'histoire sociale et culturelle des sciences. Dominique Pestre a dirigé le Centre de recherche en histoire des sciences et des techniques de la Villette, puis le Centre Alexandre Coiré. Il a été professeur invité dans de nombreuses universités étrangères, comme Caltech et Harvard aux États-Unis, la Sapienza à Rome ou l'ETH à Zurich. Dominique Pestre a écrit de nombreux ouvrages, parmi lesquels, tout récemment, le fameux « À contre-sciences, politiques et savoirs des sociétés contemporaines », qui a déjà été cité à la fois hier et aujourd'hui, et dont le thème est en correspondance directe avec ce colloque de rentrée. Son exposé d'aujourd'hui s'intitule « Sciences, acteurs économiques, société civile et décisions politiques ». Dominique. Merci d'abord pour cette invitation. C'est un très grand honneur d'être là. La science moderne, c'est-à-dire celle dont nous sommes les héritiers, apparaît quelque part entre XVIe et XVIIIe siècle. Je pense que nous en sommes tous d'accord. Il est pourtant délicat de dire précisément ce qui s'invente alors. Pour certains, il s'agit d'un basculement philosophique, du retour du platonisme, par exemple, ou d'une mise en mathématiques du monde. Pour d'autres, il s'agit de la généralisation de l'expérience de laboratoire, de l'expérience artificielle et instrumentée, de l'experimentum, si vous voulez, au détriment de l'experientia. Pour d'autres encore, c'est dans la jonction au monde des mathématiques pratiques, dans le lien à l'univers mécanique et des machines, que l'essentiel s'est joué. Pour d'autres, enfin, l'origine de la science moderne est à trouver dans quelque chose de très différent. Par exemple, l'apparition des espaces sociaux nouveaux que sont les cours princières italiennes ou les écoles militaires ou les académies militaires de France ou de Hollande, des institutions qui contraignent et incitent les producteurs de savoir et les autorisent à énoncer des savoirs d'un type nouveau. En termes épistémiques, ceci pourrait être résumé d'une formule. Ce que la science moderne invente est une manière de questionner le monde, une démarche qui est opératoire et instrumentale, un moyen permettant à l'homme, pour reprendre évidemment la formule cartésienne célèbre, de devenir comme le maître et possesseur de la nature. Cette image fondatrice de notre modernité se construit sur une double disjonction, d'une part entre sujet et objet, humain et nature, ce qu'a bien montré Philippe Descola par exemple, ou de l'autre entre vérité et contingence, entre savoir et opinion, entre science et politique. Dans le second XVIIIe siècle, un autre type de révolution advient. Il s'agit cette fois des révolutions philosophiques et politiques, des révolutions légales et économiques. Ces mutations qui sont concomitantes de l'avènement de la science moderne ont de nombreuses origines. La sécularisation des pouvoirs européens, instituée au XVIe siècle, le fait que Dieu, si vous voulez, ait été retiré des justifications légitimes de la vie publique, ou alors le fait que l'économie marchande et la consommation explosent dans les villes au XVIIIe siècle, ou encore que les règles de la propriété soient refondées, et notamment de la propriété intellectuelle. Toutes choses qui contribuent à l'émergence de ces individus libres et autonomes qui inventent cette société civile bourgeoise dont parle Jürgen Habermas. Ces révolutions politiques et scientifiques partagent des valeurs, ça c'est certain. C'est le cas de la posture d'égalité, par exemple, entre savants ou entre citoyens. C'est le cas avec l'invocation du débat rationnel, le devoir de justification dans l'argumentaire, le refus principiel des actes d'autorité. Ces révolutions partagent aussi une nouvelle conscience historique, un certain rapport au temps qui est nouveau, une idée du progrès, si vous voulez, ou même une approche plutôt prométhéenne du monde.
Et c'est pourquoi cette nouvelle science advient alors comme acteur de plein exercice dans l'espace productif comme dans l'espace public. Le rapport que cette science nouvelle entretient avec l'ordre délibératif et politique est toutefois intrinsèquement contradictoire, et il faut y insister. Il n'y a pas de synergie naturelle entre cette science nouvelle et la démocratie. Pour deux raisons principales. D'abord parce que cette science prétend disposer d'un savoir supérieur et être souvent seule en position de dire le vrai. Elle se place donc souvent facilement à part ou en surplomb du débat démocratique, oubliant par là même ses propres incertitudes. Ensuite, parce que cette science se traduit en installations industrielles, en produits qui pénètrent les sociétés de façon permanente via les marchés. Leur déploiement, le déploiement de ces produits, suit bien sûr des logiques différentes, des logiques qui lui sont propres, des logiques économiques, et celles-ci se traduisent en états de fait dans l'ordre social, états de fait qui ne sont pas débattus avant leur mise en œuvre. Ces produits, ces usines, transforment la vie humaine, affectent la nature de façon profonde, mais sans que la trajectoire de ces transformations soit jamais débattue. D'où des tensions qui seront toujours possibles, d'où des tensions anciennes et qui ne disparaîtront pas. Un siècle plus tard, les liens entre sciences, technologie, économie et démocratie, pour faire vite, se nouent autrement. Du dernier tiers du XIXe siècle à la guerre froide, la science passe en effet au cœur de la construction des États et des économies, comme de la guerre permanente d'ailleurs que se livrent les nations européennes. Les sciences deviennent décisives pour le développement industriel, la télégraphie sous-marine, l'électrotechnologie, la chimie organique à la fin du XIXe siècle, et ceci est nouveau. Les États commencent aussi, et pour les mêmes raisons, à financer massivement la recherche. Ils installent des laboratoires de métrologie, ils créent des instituts comme la Kaiser Wilhelm Gesellschaft en Allemagne ou le CNRS au début du XXe siècle en France, et les milieux industriels font de même. Donc, dans ce processus de scientifisation des sociétés, la science devient l'alter ego de l'État. Elle devient, dans cette période, un moyen de proclamer une certaine forme de neutralité face aux intérêts particuliers. La science, car elle guide le progrès technique, devient une institution de référence, beaucoup plus que dans la période antérieure. Elle devient l'institution sur laquelle l'État s'appuie pour justifier ses politiques. Il le fait, bien sûr, comme toujours, quand cela l'arrange, mais la science qui en profite dans ses financements et le poids symbolique qu'elle acquiert devient alors, au sens fort, une autorité sociale. Dans la littérature du second XIXe siècle, c'est souvent l'ingénieur qui incarne cette science qui sait et guide la cité vers le progrès. Permettez-moi ici un détour, l'évocation d'un texte de notre enfance, L'île mystérieuse, de Jules Verne. Ce roman raconte, vous le savez, l'arrivée d'un petit groupe de fuyards sur une île qu'ils croient déserte, mais où règne bien sûr le capitaine Nemo, et les moyens qu'ils mettent en œuvre pour développer leur colonie. Ce roman est toutefois, à mon sens, plus que cette saga d'un groupe qui recrée la civilisation industrielle et agricole à partir de rien. Il est aussi, et peut-être surtout, une évocation de la cité politique idéale. Une cité que guide l'ingénieur féru de science qu'est Cyrus Smith. Et cette cité, dans ce roman, progresse sans revers. Aucun effet négatif n'est jamais produit par ce progrès et il n'est pas d'incertitude sur ce qu'il faut faire. Le combat pour la maîtrise de la nature avance sans effet négatif et il n'est donc aucun besoin d'échange sur ce qu'il convient de faire. Puisque le progrès avance de lui-même et qu'il est bon, il n'y a pas de nécessité de débattre, il n'y a pas d'ego dans cette société et il n'y a pas de nécessité de démocratie. Ce qui m'intéresse ici, dans cette anecdote, est le fait que cette description, non seulement elle touche juste, mais qu'elle est aussi dangereuse d'un point de vue normatif. Elle touche juste en ceci qu'elle reflète une réalité massive de nos sociétés, à savoir l'autonomie systémique des mondes techno-industriels et économiques dans les choix de développement
qui sont faits. Mais elle est dangereuse en ceci qu'elle laisse croire que la maîtrise des choses réside et peut résider dans l'alliance du savant et du politique incarné par Cyrus Smith lui-même. Elle ignore aussi, à mon sens, et surtout, la revendication toujours renouvelée de liberté et d'autonomie des individus, leur capacité à se saisir des problèmes qui les concernent. Les sciences et techniques, bien sûr, déploient des prodiges, personne n'en doute, mais sans toujours pleine mesure des effets qui sont engendrés. Et le social, qui fait face à ces effets, considère qu'il a son mot à dire sur ces conséquences, et ceci est un trait essentiel de la face démocratique de nos sociétés et qui ne pourra que croître. Les principales tensions historiques que je viens d'évoquer n'ont pas disparu, au contraire. Elles ont pris aujourd'hui, à mon sens, une acuité supérieure. Parce que la techno-industrie a extraordinairement développé ses capacités d'intervention, parce que les effets négatifs qu'elle engendre semblent en partie s'être amplifiés, parce que l'économie libérale a repris de la force et a modifié l'équilibre établi depuis un siècle entre pouvoirs économiques et régulation politique, et parce que la société civile, comme on dit, affirme plus clairement que jamais ses exigences et ses droits. Ce que je me propose de faire maintenant rapidement, c'est de préciser quelques-unes de ces évolutions récentes. Premier aspect à souligner, on commence avec les sciences, ce ne sont plus les mêmes savoirs, les mêmes disciplines, ni les mêmes valeurs qui dominent le jeu scientifique aujourd'hui. De la fin du XIXe siècle aux années 1970, on va dire, ce sont, par exemple, d'abord les sciences physiques fondamentales qui ont façonné les normes de la bonne science et qui ont imposé leurs marques matérielles et symboliques sur la société. Depuis les années 1980, ce sont plutôt d'autres formes de sciences et de technosciences, par exemple les sciences de la vie. La pratique des sciences elles-mêmes s'est aussi trouvée recomposée par le déploiement des outils informatiques et des simulations. De nouveaux champs de sciences ont émergé autour, nous en avons parlé, c'est l'objet de cette session, autour du système Terre, de ses équilibres, de la gestion des risques, de l'inventaire de la biodiversité, de la question climatique, toutes choses extrêmement nouvelles, si vous y réfléchissez un instant, par rapport à ce qui a fait la gloire historique des sciences. Or, les conséquences sociales et politiques de ces changements sont considérables. Pensez, par exemple, pour changer complètement du thème d'aujourd'hui, pensez au clonage humain, d'accord, dont la question ne pourra pas ne pas émerger dans le futur et qui polarisera probablement les sociétés comme la physique ne l'a jamais fait. Second aspect des changements récents, une nouvelle économie politique et morale des savoirs est apparue. Pour rester excessivement laconique, on peut dire que le pouvoir est globalement passé des États au marché et des managers aux actionnaires. Nous sommes aussi passés, notez-le bien, de nations qui étaient régulées de l'intérieur par des instances élues ou paritaires à des systèmes plus globaux qui sont régulés par des acteurs aux légitimités très variables. Des grandes compagnies, la Banque mondiale, l'OMC, des agences de tout type, une pléiade d'ONG, etc. Finalement, notre monde apparaît aujourd'hui comme en recomposition et déséquilibre permanent. À l'opposé, finalement, ça peut sembler paradoxal, du sentiment de prévisibilité qui prévalait du temps de la guerre froide. Nous savions les équilibres des forces. Le résultat en est, à mon sens, un sentiment d'inquiétude et de risque à travers lequel la majorité des populations perçoivent leurs relations à la fois au monde politique et à leur environnement terrestre. Ces changements se sont traduits dans les manières de produire les savoirs. D'abord, les intérêts présents dans le champ de la recherche se sont multipliés. Le capital risque, les start-up, certaines grandes entreprises sont devenus décisifs dans l'orientation d'un certain nombre de recherches. Pour sa part, vous noterez, la recherche industrielle s'est largement émancipée des cadres territoriaux qui restent, par définition, ceux des universités. En matière de pollution, la nouveauté est que la question est aujourd'hui posée en généralité. La question environnementale et climatique est maintenant donnée comme universelle
elle concerne l'humanité, et comme globale, puisque la Terre est une. On pourrait envisager, comme tu nous le suggérais, qu'on en invente une deuxième, mais... Donc, au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, la contestation est déjà extrêmement vive, ce n'est pas une invention récente. La contestation qui vise la chimie des acides et des soudes autour de Marseille ou de Rouen est locale, et ce sont à cette époque les riverains qui mènent les études épidémiologiques, les études toxicologiques avec leurs médecins, qui font des pétitions et qui portent plainte. Aujourd'hui, ces actions demeurent, mais elles tendent à être absorbées dans des discours plus vastes. La question est devenue une bataille pour la survie de l'espèce et de la planète. C'est bien sûr autour du changement climatique que ce phénomène est le plus net. Ce sont les modélisations du GIEC construisant le réchauffement climatique comme un phénomène intégré qui ont fait du changement climatique, qui ont fait du climat, si vous voulez, le problème crucial de l'humanité. Et je le rends gré. Les débats restent bien sûr très vifs sur l'architecture à mettre sur pied pour y répondre. C'est le protocole de Kyoto qui a dominé les scénarios jusqu'à la conférence de Copenhague, moment où un certain nombre d'approches souverainistes et néolibérales, on va dire, l'ont réduit au silence par refus de politiques contraignantes. Mais la globalité du problème, comme le fait qu'il constitue un enjeu politique dorénavant incontournable, reste largement acquis. Les conséquences de ces évolutions que je viens d'évoquer rapidement sont un changement des certitudes sociales. Ceci est un fait. La croyance en un progrès toujours bénéfique et contrôlable s'est érodée. Il n'a jamais été total, mais il s'est érodé un peu plus. Les décisions d'experts travaillant en vase clos ne sont plus reçues dorénavant sans soupçon. Ces évolutions ont été accélérées du fait des crises sanitaires, de certaines catastrophes industrielles, comme probablement du fait de l'opacité de la gouvernance mondiale et de la dissolution des responsabilités qu'elle implique. Donc des formes de mise en discussion des questions se sont généralisées. Les ONG environnementales, les associations de malades se sont multipliées, des plaintes sont systématiquement portées devant les tribunaux aujourd'hui, beaucoup plus que par le passé, des conférences de citoyens sont organisées pour conjurer les craintes, etc. Pour sa part, et ceci est vital pour les jeunes générations, je pense que nous en sommes tous conscients, bien que nous soyons plutôt âgés dans cette salle, le web induit d'autres formes d'apprentissage, d'autres relations au savoir et à leur évaluation, d'autres manières de produire et juger l'information. Parce qu'il est polycentrique, il marginalise les canaux hiérarchiques et mine à sa façon, lui aussi, les institutions de science comme forme naturelle de l'autorité. Une tendance est souvent à traiter ces évolutions comme des pathologies. Cette réduction est à mon sens trop simple. Elle est une façon de ne pas prendre en compte des préoccupations qui sont réelles et qui d'ailleurs, vous le noterez, affectent les populations les plus éduquées. Ce ne sont pas non plus, mais cela a déjà été dit, les savoirs ou les sciences qui sont d'abord visées, mais les régulations, la manière dont les crises adviennent et sont gérées. En fait, je dirais, ce sont les succès techno-industriels et les passions et les drames qu'ils suscitent qui sont en jeu, pas la science. Et ces passions sont souvent doubles, il ne faut pas non plus les simplifier. D'une part, on voit apparaître des demandes de précaution, ceci a été évoqué plusieurs fois hier. Celles-ci apparaissent, vous le noterez, lorsque des biens collectifs sont en jeu. Lorsqu'il s'agit de santé publique, l'affaire du Mediator, lorsqu'il s'agit d'environnement, le réchauffement climatique, ou alors de convictions religieuses ou éthiques, par exemple, on a évoqué à propos des cellules souches hier, mais le clonage fera la même chose. Mais on constate aussi, et soyez-en bien conscients, une confiance accrue actuellement dans le progrès technique, une acceptation enthousiaste, mais dans des cas particuliers, lorsque la prise de risque qui va avec cette absorption relève de l'individu, par exemple en matière de santé ou d'augmentation de soi, comme on dit. Mon sentiment sur ce point est que ces attitudes sont symptomatiques de ce qui fonde aujourd'hui nos sociétés et que c'est à partir d'elles que nous devons penser.
qu'on les juge raisonnables ou étranges, n'est pas le point. Comment donc procéder? Comment poser notre réflexion pour l'action future? Je pense en reconnaissant d'abord que le monde est intrinsèquement compliqué et incertain et qu'il n'existe donc pas de recette simple. Nous ne la trouverons pas, il n'y en a pas. En reconnaissant ensuite que les tensions historiques que j'ai évoquées, qui existent depuis au moins 2 siècles, entre logique d'innovation marchande et volonté de prise en charge des problèmes par la démocratie et le dialogue, ou entre progrès et innovation et effets environnementaux ou sociaux négatifs, ou encore entre logiques individuelles d'accomplissement de soi et nécessité de régulation et de législation commune. Ces tensions ne disparaîtront pas. Paraphrasant Paul Ricoeur, si je peux me permettre, on peut dire qu'une démocratie, là je cite, n'est pas un régime politique sans contradiction ni conflit. En démocratie, le conflit n'est pas un accident, il n'est pas un malheur, il est l'expression du caractère non décidable, de façon scientifique ou dogmatique, du bien public. La discussion politique, dit Paul Ricoeur, est sans conclusion nécessaire, même si elle ne peut être sans décision. Pour rester simple, je ferai 4 propositions et j'en resterai là. Je proposerai d'abord qu'on énonce, comme un fait banal, mais aussi comme une nécessité en termes normatifs, la variété des valeurs et des projets humains, comme la variété des formes de savoir et leur complémentarité. Je propose que nous militions pour cette diversité, que nous n'en ayons pas peur, que nous travaillions à l'entretien de cette biodiversité des valeurs et des manières d'apprendre et de connaître, parce que cette diversité est au cœur de la vie démocratique d'une part, mais d'autre part parce qu'elle est garante d'une meilleure anticipation et d'une meilleure détection des problèmes à venir qui ne peuvent pas ne pas survenir dans la lignée de tout progrès. Ce premier geste, seconde proposition, présuppose d'apprendre à écouter, ce qui est très difficile, et chez les intellectuels particulièrement, c'est très difficile. C'est-à-dire de réaliser qu'il est beaucoup de choses que nous ne savons pas, et je dirais aussi que la science elle-même ne sait pas, tout simplement car elle ne peut être que simplifiée, partielle, incomplète, incertaine. Il faut toutefois être sans œcuménisme, c'est là où les choses deviennent un peu plus compliquées, et savoir que l'humain est trop limité dans ses capacités. Nous ne sommes pas des dieux, c'est ça le problème, en gros. Si nous étions des dieux, ça irait mieux. Pour pouvoir intégrer toutes les inconnues, tous les paramètres qui surgissent, et d'autre part, que les relations de pouvoir et les intérêts bien compris des uns et des autres ne peuvent que perturber n'importe quel dialogue de bonne volonté. La participation de tous à la conversation est chose fondamentale, notamment parce qu'elle peut fonctionner comme un processus d'apprentissage réciproque. Mais un tel processus n'est jamais simple à mettre en œuvre, puisque tout débat, notamment dans l'espace public médiatique réel, se déploie selon des dynamiques protéiformes, dans un champ stratifié par des stratégies de contrôle des opinions, et surtout qui aime la polémique pour elle-même. Au-delà des discours, parfois trop faciles, de la gouvernance heureuse du tous ensemble, contribuant au bien commun, il convient donc, si je résume, de réapprendre 2 choses. La difficulté de toute recherche, de tout savoir, de toute collecte d'informations, et aussi l'importance de devoir choisir. Choisir ne peut pas ne pas être douloureux. On est rarement dans des situations gagnant-gagnant, comme on dit maintenant. Choisir signifie essayer d'anticiper les conséquences incertaines de ce qui va advenir. Identifier, par exemple, qui va en subir les effets les plus durs. Et construire les coalitions sociales ou politiques qui peuvent porter ces compromis. Une adaptation réussie au changement climatique
ne pourra pas ne pas avoir un coût et des conséquences, mais les enjeux sont tels qu'il ne peut être simple de définir les solutions. Celles-ci doivent être et devront toujours être construites de façon patiente, localement et globalement, et face à des intérêts qui agiront sans douceur et peut-être sans volonté de vraiment savoir de quoi ça retourne. Il convient donc de réapprendre à produire des savoirs de qualité, être ouvert à l'idée que nos propres savoirs ont des limites, à dialoguer pour mieux identifier ces défaillances et se faire des alliés, puisque le jeu politique fonctionne ainsi. Le jeu politique au sens noble, hein, je ne parle pas d'une négociation entre sous-groupes du Parti socialiste. Non, c'était facile, il n'y a aucun mérite à faire ça. Il convient aussi de savoir affirmer ses convictions et choisir, en finir peut-être avec les dichotomies faciles et apprendre à travailler avec les meilleurs de tous bords. Il convient enfin, et ceci sera ma dernière remarque, de prendre de face les problèmes les plus difficiles, à être inventif. Pas seulement dans les solutions procédurales à mettre en œuvre, comment bien organiser un débat public, par exemple, ce qui est important, je l'ai dit, essentiel, mais aussi dans les solutions substantielles aux questions qui émergent. Je n'en proposerai que deux exemples, deux évocations, pour faire vite. Qu'en est-il du rapport que nous entretenons avec la maladie et la mort, alors que la croissance de nos dépenses de santé est insoutenable à moyen terme, puisqu'elle croît beaucoup plus vite que nos revenus? Ceci demande, c'est une vraie question, il faut essayer de la prendre telle qu'elle. Ou qu'en est-il, ce qui nous concerne tous est beaucoup plus délicat, qu'en est-il de la place que nous accordons aux biens communs, comme le climat, la biodiversité, et bien sûr la science et les savoirs? Qu'en est-il notamment de la manière dont nous pourrions juridiquement les qualifier afin de les mieux protéger? Voilà, je cesserai là mes remarques, ayant conscience que ça a été un petit peu rapide, mais 30 minutes, c'est 30 minutes. Ça manque probablement de nuances, mais j'espère que je vous aurai offert un ou deux moments d'entendement et je serai ravi que ça ait été le cas. Merci.